beaucoup de concepts au matériel que vous avez déjà eu. La modélisation, je vous explique ce que ça règle, mais vous n'avez pas besoin de comprendre la définition de la modélisation et de sa normalisation. Mais je vais vous expliquer quelles sont les erreurs en disant c'est quoi qui est différent entre si on utilise une BD et ce que vous auriez peut-être eu le réflexe de faire en Java. Alors, je m'en viens ici. On a besoin de stocker de l'information de bande. C'est notre exemple qu'on avait fait de marché au cours précédent. Et je vais vous montrer ça ici. C'est le modèle. Donc, on a une entité et là, on est au diagramme modèle physique. Ça s'implante dans des tables. Alors, on a la table facture, la table ligne facture, qui est ce qu'on appelle une table intermédiaire ou une table de jonction. Et elle comprend un produit, et le produit est lié à l'historique. Là, on va comprendre ici qu'on se retrouve avec une certaine forme de redondance. Puis on va voir comment régler ça. Alors, la normalisation, c'est un processus dans lequel on réduit les anomalies possibles avec les données. Et pour vous aider, on va utiliser un exemple Java, parce que vous êtes confortable avec le Java. Donc, j'ai une classe de jeu qui a un nom et un prix. J'ai une classe d'utilisateur Steam qui a un ID utilisateur, votre pseudo, votre nom, votre prénom et votre adresse courriel et un heuréliste de jeu. Qu'on appelle ici jeu acheté. Et voilà comment, habituellement, le programmeur Java s'attaque à la BD. Donc, il va créer une table dans laquelle il va vouloir implémenter utilisateur Steam. Il va mettre son ID utilisateur, il va faire tout ça et il va vouloir mettre son heuréliste directement dans une colonne. Puis là, on voit les jeux achetés pour notre utilisateur 1, 2, 3. J'ai CS, Go, j'ai GTA, Far Cry, en tout cas, on peut continuer. Donc là, on a une colonne ici qui contient plusieurs informations. Mauvais réflexe. Alors, si je vous demandais, en levant la main, qui a un compte Steam? Antoine, Raed, Kenji Gilles, Brian, Louis Carlos, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. On va même dire maintenant combien d'entre vous qui ont des comptes Steam possèdent plus que 10 jeux. Et là, tout le monde laisse la main levée. Puis je demandais plus que 20, probablement que j'aurais encore 20 mains levées. Alors, comprenez-vous, là, mon danger, c'est que plus je vais avoir de jeux, premièrement, je ne pourrai jamais faire des requêtes sur les jeux achetés parce qu'il va falloir que je décompresse et que je découpe ce qui est là. Non. Selon vous, y a-t-il quelqu'un qui a une idée de comment je devrais régler? C'est ce qu'on appelle ça la première forme normale. On ne peut pas avoir plusieurs informations dans une colonne. Nazim, comment tu vois ça? Comment tu réglerais ça? Moi, je pense qu'il faudrait que la ligne elle se répète. Du coup, pour chaque jeu, comme on met idée utilisateur 1, 2, 3, Pedro, vote for Pedro.
Puis on fait ça pour genre chaque jeu. Comme par exemple, là aussi, on a CSGO. Après, on peut faire la même chose pour GTA, après Far Cry, après, etc. On peut faire la même chose pour les autres. Donc, ce que tu me proposes, c'est de faire un peu ce que tu as vu dans notre BD vidéo. Dans une table, les jeux, dans une table, les utilisateurs, et créer une nouvelle table jeu acheté dans laquelle on met le numéro de l'utilisateur et le jeu acheté. C'est la bonne réponse. Mais on va regarder ce que d'autres programmeurs ont déjà eu comme idée. Alors là, c'est sûr que pour essayer, mettons, on ne veut plus avoir GTA 5, on veut Grand Theft Auto, ben là, on comprend qu'on va être obligé de lire toutes les colonnes, aller faire une vérification dans chaque chaîne de caractères pour le trouver. En fait, ça va être l'enfer. Pour simplifier ça, il y en a qui décident de créer une table jeu avec un ID, puis là, ils vont mettre le numéro ID du jeu. Ça prend moins de place. Puis là, si je veux changer le nom du jeu, je le change dans la table des jeux. Mais encore là, je ne peux pas avoir une colonne qui contient plusieurs informations. Et c'est ça que dit la première forme normale. C'est qu'en fait, on doit absolument mettre ça séparément. Donc, tout va dépendre de la clé primaire. Et là, ce qu'on veut faire, ça va être... Là, on a dit, première idée, qui a quand même été amenée par Nazim en partie, c'était de répéter. Si on fait juste répéter pour chaque jeu l'utilisateur, dans la table des utilisateurs, on va répéter plein de fois le prénom, le handle et le reste des informations. Donc, le programmeur revient et dit, ben, j'ai compris, je ne peux pas mettre plusieurs informations dans une table, mais je peux mettre, mettons, jeu 1, jeu 2, jeu 3 comme des colonnes. Ce serait une façon de faire. Oui, mais déjà, là, il y en a d'entre vous là, qui ont 20 ou 25 jeux. Je suis-tu pour avoir 25 colonnes? Puis là, qu'est-ce qui se passe au 26e? Ça ne marche pas. Pire que ça, je veux garder le prix et la date d'achat des jeux que j'achète. Mais là, vous comprenez que là, tout d'un coup, jeu 1, prix 1, date achat 1, multiplié par 20, on voit que ça ne tient pas la route. Donc, les colonnes que tu es après faire, c'est comme maquiller des Eurylistes. Et comme nous suggérait Nazim, on devrait avoir ici une table d'utilisateur, ici une table d'achat-jeu. Et une autre table aux côtés avec les jeux. Donc, c'était le bon réflexe que tu as eu, Nazim. Et si on a, par exemple, ici, j'ai mis l'ID du jeu, j'avais par exprès introduit le titre du jeu. Oui, mais le titre du jeu, je ne le mets pas là. Il est déjà dans la table des jeux. Et si j'ai des régions de serveurs, ben, il devrait en fait être là. Donc, ici, j'ai ma table des utilisateurs, ma table des achats de jeux, ma table des jeux, ma table des serveurs. Et c'est de cette façon-là, on dit que le modèle est en troisième forme normale. Vous n'avez pas besoin de comprendre la troisième forme normale. Ce que je vous dis, ce qui est à retenir, c'est que tu ne peux jamais avoir une colonne qui a plusieurs informations dedans. Et si la même information se répète, par exemple, comme dans le cas des provinces dans les adresses, ben, tu devrais créer une table avec tes provinces puis les relier dans le but d'éviter la duplication. Donc, et comme ça, ben, ça nous permet de pouvoir s'assurer d'avoir les liens implantés et les contraintes de clés étrangères.
Donc, une table, c'est un concept. Un attribut, c'est une donnée. Pas de colonne multiple. Et on a des relations plusieurs à plusieurs. Ceux-là, lorsqu'on va aller dans le modèle physique, on va les exploser. Et ici, on a l'exemple d'inventaire d'ingrédients et de plats. Puis, combien de chacun des ingrédients dans le plat. Donc, si on prend quelque chose pour modéliser, comme ça ici, et pour les besoins de ma cause, je vais tout simplement, je vais fermer mon modèle. Donc, ici, j'ai une table d'ingrédients. Et là, on pourrait lui donner un... Je vais vous emmener ça ici. ID. ID numérique et un nom. Et on va se créer une deuxième entité qu'on va appeler un plat. Et un nom. Je suis obligé de dire ici que ça, c'était ma clé primaire et que ça, c'est ondulatoire. Bon. Ceci dit, maintenant, quel est le lien entre mon plat et un ingrédient? Et là, en fait, Antoine, tu peux t'essayer. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, mais dans le fond, un plat peut contenir un ou plusieurs ingrédients. Oui, puis de l'autre côté? Ce serait un ingrédient peut faire partie d'un ou plusieurs plats. Donc, ceci. Puis en fait, on aurait probablement, je vais juste modifier la relation optionnelle des deux côtés. OK, donc un plat doit contenir plusieurs ingrédients. Excusez, je voulais optionnel des deux côtés. OK, donc un plat peut contenir un ou plusieurs ingrédients. Un ingrédient peut faire partie d'un ou plusieurs plats. C'est beau. Ça, je ne peux pas implanter ça dans une base de données. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'arriver ici et de dire une recette. En fait, recette, ligne, ou en fait, une ligne de recette, si vous voulez. Et l'attribut qu'elle va avoir, c'est la quantité. Parce que qu'est-ce qui différencie une recette d'une autre?
c'est la quantité de chacun des ingrédients que j'y mets. Alors là, je vais être capable de faire de ça à ça, de ça à ça. Et là, ça, c'est une structure très connue en BD. Qui est une table d'intersection. Et là, j'enlève ceci. Alors, chaque lien, plusieurs à plusieurs, on peut le refléter ici. Donc, un plat peut contenir une ou plusieurs lignes recettes. Une ligne recette se réfère à un et un seul ingrédient. Un ingrédient peut se retrouver sur une ou plusieurs lignes recettes. Tout le monde est heureux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait? Il y en a-t-il qui ont des questions sur ça? Puis ça l'évite le fait d'avoir un modèle relationnel différent. Parce qu'en fait, un lien plusieurs à plusieurs, je ne vais pas pouvoir l'implanter dans la base de données. Je vais être obligé de créer cette table d'intersection-là. Et si j'ai besoin d'attributs comme ici, en fait, je ne mettrai pas le même nombre, je ne sais pas, moi, de bœuf haché dans un hamburger que dans une sauce à spaghetti. Donc, c'est pour ça que chaque plat possède ses lignes recettes. Et je vous dirais, dans 90% de vos modèles, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et les tables intermédiaires, c'est toujours obligatoire en sortant. Une ligne recette, ça ne peut pas exister si ce n'est pas accroché après un plat et après un ingrédient. Tandis qu'un ingrédient pourrait déjà être créé dans ma base de données, puis un plat aussi, puis là, je crée ma recette. Puis quand je crée ma recette, ben, j'ajoute des lignes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce concept-là? Parce que, en fait, ceux qui comprennent ça, c'est terminé. On n'ajoutera rien d'autre sur la modélisation. Donc, c'est ça. Oups, on s'en vient ici. Les programmes étaient petits et étant donné qu'ils sont interprétés, on appelle ça des scripts. Contrairement, mettons, au langage Java, où est-ce que tu écris ton code, on va appeler ça les sources. Et c'est la même chose. Mais habituellement, on appelle ça un script quand c'est un peu plus petit et que c'est interprété à la volée. En Python aussi, on fait des scripts. C'est un langage interprété. Et là, comprenez le troisième point qui est mis sur la diapo. Java, ce n'est pas JavaScript. Par contre, il y a des similitudes au niveau de la forme de la syntaxe. C, C++, Java, C#, JavaScript sont des langages qu'on appelle de la famille C. Donc, on va se servir, entre autres, des accolades ouvertes pour définir un bloc de code. On va utiliser les raccourcis ++ pour incrémenter des variables. Mais il y a beaucoup de différences. Ça ne se comporte pas pareil. Alors, c'est important de comprendre que les deux, malgré certaines ressemblances et un nom qui peut se ressembler, ça n'a rien à voir. Ici. Donc, ton navigateur web dans ton ordi est capable de travailler avec trois couches technologiques.
HTML, CSS, vous avez quand même déjà travaillé avec ça à la session passée. L'autre engin que vous n'aviez pas touché, c'est l'engin JavaScript. Lui, il va exécuter du code qui va modifier l'HTML. C'est vraiment ça que ça fait, JavaScript, dans le navigateur. Et si on veut, dans l'arsenal des outils du programmeur, l'HTML, c'est le contenu. Ce sont des noms, paragraphes, en-tête, break, etc. Le CSS, c'est l'objectif. Donc, le nom, en-tête, couleur, rouge, pour le texte d'en-tête. Alors que JavaScript, c'est le verbe, cacher. Donc, tu es capable, entre autres, de cacher une balise paragraphe. Tu es capable d'en modifier le contenu. Tu es capable de modifier la couleur. Donc, on voit ici que le JavaScript va venir travailler avec les deux autres langages de composition de page pour les rendre dynamiques. Faites-vous-en pas, je vous le promets. Vous avez, la seule chose que vous avez à retenir, c'est que JavaScript, là, c'est pas JavaScript. C'est en fait ECMAScript. Et ECMA, c'est pour European Computer Manufacturer Association. C'est un regroupement, c'est pas important que vous sachiez ce que ça veut dire, mais je veux juste vous dire que JavaScript, c'est le nom d'usage d'un langage qui est fait par un groupe qui s'appelle ECMA. Et quand ça a été inventé, ça s'appelait Mocha. Après ça, ça s'est appelé LiveScript. Et après ça, quelqu'un de brillant qui a dit « Hey, Java, c'est super cool, tout le monde en veut. On va appeler notre affaire JavaScript pour mélanger tout le monde. » Et JavaScript, c'est indépendant de Java. Ça n'a rien à voir avec Oracle. Parce que vous savez peut-être que le langage Java appartient à Oracle. Donc, là, dans cette partie de JavaScript, on parle de JavaScript. Rapidement, JavaScript évolue annuellement. Ça, pour vous, c'est comme, moi, OK, pourquoi il nous parle de ça? OK, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'étant donné que ça évolue tout le temps, puis souvent, les nouvelles caractéristiques sont vraiment le fun, quand tu viens pour t'en servir, c'est un peu le cauchemar. Parce que ECMA, qui est ceux qui font le langage, c'est pas eux qui font l'engin d'interprétation de JavaScript. C'est un autre gang, si on veut. En fait, JavaScript, avant l'itération de 2015, qui est comme la 6e édition, c'était un langage qui était très, très, très limité. Et à partir de 2015, ils ont vraiment fait de JavaScript un langage complet. Et là, il y a une itération par année. Mais votre grand-mère, qui roule encore Internet Explorer 6, pensez-vous qu'elle a la dernière version de JavaScript? Ben non! L'engin Java, il est pris dans le navigateur. Alors, pour vous donner une idée, ça, c'était l'année passée. Chaque navigateur, Edge, Chrome, Firefox, Safari, ont leur propre engin JavaScript. C'est pas vrai, vous allez me dire, oui, mais la dernière version de Edge, c'est le même engin que Chrome. Vous avez raison. Et pour le reste, c'est différent. Et si vous regardez, ES6, c'est en 2015. 7 ans après, toutes les caractéristiques du langage sont toujours pas supportées. Et ils ne seront pas, puisqu'il y a des correctifs qui ont été faits en ES7. Puis vous voyez, en ES7, tous les engins JavaScript viennent supporter. Puis là, quand j'ai fait ce document-là, on était en 2020,
voyez-vous que dans Safari et dans Firefox, après 4 ans, on n'était même pas à 90% des fonctionnalités supportées. Alors, voilà un peu, quand tu veux utiliser les nouveautés de JavaScript, il faut que tu fasses bien attention parce que les navigateurs, c'est eux autres qui font le travail et il n'y a personne qui contrôle JavaScript à l'exécution. Il y a le standard qui dit le langage, ça devrait être ça. Puis là, après ça, tranquillement, pas vite, ça descend. Puis les manufacturiers de logiciels, principalement de navigateurs, font ça. Donc, quand tu exécutes une page JavaScript, en fait, tu peux exécuter 3 types de code. Du code HTML pour faire le rendu à l'écran, du CSS et JavaScript qui est vraiment un programme. On va voir, le JavaScript, ça ne fait pas juste des petites affaires. Tu peux déclarer des variables, tu peux faire des méthodes, tu peux les appeler. En tout cas, c'est un langage complet. Qu'est-ce qui se passe quand votre navigateur reçoit un programme JavaScript? Bien, premièrement, il prend ton code JavaScript en ASCII. Il passe dedans. C'est la version, le bout parsit. Après ça, il génère un ordre de structure. Il génère du bytecode, un peu comme en Java. Après ça, il va l'optimiser puis le compiler selon l'architecture sur laquelle tu roules ARM-MIPS. Alors, on voit que JavaScript, ça passe au travers de plusieurs étapes avant de s'exécuter. C'est pour ça que JavaScript, ce n'est pas particulièrement performant. Can I use? Je vais vous demander d'ouvrir votre navigateur web et d'aller sur caniuse.com. Can I use comme est-ce que je peux utiliser? Et ça, c'est les caractéristiques. Mettons maintenant qu'en CSS, je peux décider d'une palette de fonte. Il y a la même chose pour le JavaScript. Moi, je regarde la palette de fonte. Voyez-vous que la palette de fonte, en ce moment-là, Firefox ne les supporte pas. Chrome, seulement à partir de la version 101. Safari, 15. Puis, les navigateurs de vos téléphones cellulaires, pas pantoute. Donc, HTML, CSS, JavaScript, ça souffre tout de la même maladie qui est, il y a des standards qui sont générés par des groupes et il y a des fabricants de navigateurs qui ne sont vraiment pas pressés de les implémenter. Ce qui fait que quand tu veux utiliser JavaScript, les dernières nouveautés du HTML ou du CSS, il faut toujours que tu t'assures que la caractéristique que tu veux utiliser est supportée par les navigateurs courants. Can I use? C'est à ça que ça te sert. OK. JavaScript dans le navigateur, parce que tu as JavaScript en avant-plan dans ton navigateur, et on a aussi quelque chose qu'on appelle Node, qui est un engin JavaScript d'arrière-plan, back-end. Dans ce cas-ci, je vous ai dit, on se focus sur l'avant-plan, donc dans le navigateur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec JavaScript dans un navigateur? Bien, premièrement, tu peux ajouter ou modifier du code HTML. En fait, l'HTML de ta page pourrait être vide et ton code JavaScript pourrait ajouter des balises d'entête, de paragraphes, de bold, complètement dynamiquement. Je ne t'ai pas dit que ça irait vite, mais ta page que tu verrais dans ton navigateur aurait aucun code HTML reçu du serveur, juste du JavaScript qui crée tous les engins. Donc, premier bout, c'est ça. 2, elle peut réagir au clic de souris. Vous savez que l'HTML réagit au clic de souris
pour ceux qui ne s'en souviennent pas, bouton, c'est une balise HTML. Mais en JavaScript, on peut réagir à n'importe quel clic de souris, à des mouvements de curseur aux touches. D'ailleurs, c'est avec ça que ceux qui font des jeux en JavaScript peuvent entièrement diriger votre navigateur à l'aide de JS. Ce qu'on va apprendre, c'est le point numéro 3. Envoyer des requêtes sur le réseau à des serveurs distants et aller chercher du JSON ou des fichiers. Ensuite, on peut obtenir ou définir des cookies, que tout le monde dit que c'est terriblement méchant, mais en fait, vous allez voir qu'en JavaScript, ce n'est pas grave du tout. Tu peux envoyer des messages, etc. Et il y a même du stockage local. Le cookie, c'en est un exemple, mais on peut stocker pas mal plus grand qu'un petit cookie de quelques bytes. La magie de JavaScript sur le navigateur, c'est l'accès aux API du navigateur. L'API, c'est du code. API, c'est les acronymes de Application Programming Interface. C'est des méthodes qui sont disponibles à JavaScript dans le navigateur. Donc, comment créer quelque chose? Ben, un getElementById, ça fait partie de l'API du navigateur. Le navigateur permet au code JavaScript de travailler avec ces objets. C'est un peu du code en kit. Donc, il y a deux familles d'API. Les API du navigateur, ça, ils sont là dans chaque navigateur. L'API probablement le plus important, c'est l'API du DOM. DOM, pas comme des étudiants pas intelligents, là. Non, 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 non. L'API du DOM comme DOM, Document Object Model. C'est ce qui va nous permettre de manipuler tout le code JavaScript, le code HTML qui est affiché sur le navigateur et faire ce qu'on veut avec. Chaque fois que tu as une fenêtre qui apparaît sur une page, moi, je te dis, il y a un programmeur en arrière qui a fait du code JavaScript. Le reste des API, on ne travaillera pas tellement avec, mais tu as un API de Canva pour faire de l'animation, du WebGL, puis tu as de la géolocalisation. Ça fait toute partie des API du navigateur. Les API tierces, il y en a deux que tout le monde connaît. Si vous ne le savez pas, Google Maps, tu peux t'en servir dans tes propres programmes en JavaScript. Il publie comment travailler avec le map en JavaScript. Tu as l'API de Twitter. En fait, c'est des API que des tiers parties rendent disponibles à du code JavaScript. Autant, c'est important de comprendre ce que ça peut faire, c'est important de comprendre ce que ça ne peut pas faire, JavaScript. Premièrement, il n'y a pas d'accès direct au système d'exploitation en JavaScript. Pas d'accès au système de fichiers. Tu ne peux pas accéder à d'autres fenêtres du navigateur que celle dans laquelle tu travailles, sauf ce qu'on appelle les fenêtres de même origine. Je vous montrerai c'est quoi un petit peu plus loin. Et tu ne peux pas accéder à d'autres domaines que celui du domaine sur lequel tu es connecté. Donc, tu exécutes ton code JavaScript de Google, ben, ton code JavaScript, à moins de permission spéciale, ne peut pas aller ailleurs que sur google.com. C'est une façon de te protéger. Donc, aucun accès bas niveau. Si tu exécutes du code JS sur le nom de domaine ici qui est javascript.info, eh bien, il ne peut que manipuler des objets qui viennent du même site web. Il n'y aura pas accès à ta fenêtre de Gmail, puis il n'y aura pas accès à tes fichiers. Donc, c'est pour s'assurer que c'est sécuritaire. Et c'est là, ici, où je vous parlais. Par défaut, ton navigateur web ne peut pas manipuler des objets d'autres que
ceux dans le nom de domaine qui est dans ta barre en haut. Alors, si on regarde ici, l'exemple, j'ai mon domaine A en haut puis mon domaine B. Dans la page web, je peux tout faire sur le domaine A. Aller chercher le fichier CSS, aller chercher les images. Mais si j'essaye de faire ça pour d'autres domaines, en fait, il y a une mécanique qui contrôle la sécurité qui s'appelle CORS, Cross Origin Resource Sharing. Par défaut, il n'y a aucun accès à des objets qui sont à l'extérieur du domaine qu'il y a dans ta barre d'outils. Retenez ça, mais souvent, entre autres, si tu as fait un petit peu de programmation web, tu sais que tout le monde télécharge les polices de caractère de Google. C'est parce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau du partage des ressources. On n'ira pas très en profondeur, mais vous devez comprendre que par défaut, s'il n'y a rien de fait, tu ne peux pas sortir à l'intérieur de ta barre URL dans ton navigateur. OK. C'est quoi les avantages de faire du JavaScript? Ben, c'est qu'il est pleinement intégré avec HTML, CSS. Donc, tout ce que tu peux faire en HTML et en CSS, tu peux le faire en JavaScript. Les choses simples ne sont pas compliquées. Et je te dirais que 95% des navigateurs web le prennent en charge par défaut. Par contre, il y a certaines faiblesses à JavaScript qui ont donné naissance à des langages qui roulent par-dessus. Entre autres, en JavaScript, les variables ne sont pas typées. Je répète, en JavaScript, les variables ne sont pas typées. Ça, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, les variables ne sont pas typées? Bien, je vais vous donner une idée. Ça, là, c'est entièrement, c'est un peu petit, hein, bougez pas, je vais grossir un peu. Ça, là, c'est entièrement valide en JavaScript. Tu n'auras pas d'erreur, tout va être beau. Alors, Microsoft a créé un langage qui s'appelle TypeScript qui vient régler ça en permettant de, si tu veux, faire du JavaScript typé. Par contre, qu'est-ce que j'ai dit que prenait en charge votre navigateur? Il y en a-tu qui s'en souviennent? Quel type de fichier? Je vous aide, il y en a 3. Allez, soyez pas timide, tapez-moi dans le chat ou dites-moi, je t'écoute, Antoine. Je sais pas si je faisais n'importe quoi, mais c'est-tu HTML, CSS et JavaScript? Oui. T'as-tu vu TypeScript? Non. Et non. Savez-vous ce qu'ils font pour faire exécuter du TypeScript dans le navigateur? Y a-t-il quelqu'un qui va essayer une réponse? Il y a un compilateur qui transforme le TypeScript en JavaScript. OK, c'est un génie, lui. C'est exactement vrai. Pas, on n'appelle pas ça vraiment un compilateur, mais tu es en plein dedans. La seule façon, entre autres, que TypeScript peut rouler dans ton navigateur ou Flow, c'est en se compilant en JavaScript. Alors, tu comprends que comme programmeur, tu développes en TypeScript et après ça, tu compiles en JavaScript, puis c'est ça que tu livres aux utilisateurs. Avec toute la facilité que ça introduit. C'est pour ça que programmer sur le navigateur, il y a des enjeux. Parce que, entre autres, ben, tu veux programmer en TypeScript, il va falloir que tu aies une mécanique de développement où
tu pousses ton CSS, ton HTML, tu prends ton TypeScript, tu le transformes en JavaScript, puis après ça, tu le lis. Alors, voilà. Et oui, mais il ne pourrait pas changer tous les navigateurs pour faire du TypeScript. La réponse à la question, c'est non. Puis, ils ne peuvent pas te forcer à installer des plugins pour faire marcher différents langages. Alors ça a déjà été une grande mode, seuls les plus. Entre autres, Java, avant, tu avais un plugin pour le navigateur, SilverScript, il y en avait beaucoup. En fait, maintenant, il n'y en a plus. Le navigateur fait 3 choses, HTML, CSS, JS. Puis là, ben, il pourrait avoir un petit brillant qui me dit « Monsieur, je pense que ça fait du SVG aussi. » Et vous auriez raison, ça fait du SVG qui est du vecteur graphique. Alors, on va regarder, parce que pour faire du JavaScript, il faut être capable de regarder en arrière. Démarrer votre navigateur, partez-nous une belle page vide et bouton droit, inspecte. Ça, c'est l'inspecteur HTML que vous connaissez peut-être. Nous, à quoi on est intéressé? C'est à la console. La console va nous permettre d'écrire des programmes en HTML, en JavaScript, excusez. A égale 5. B égale A plus 3. Là, j'en entends se dire, monsieur, on n'ira pas faire des programmes à la console, ligne par ligne. Ce n'est pas entièrement faux. Mais ça, pour faire du diagnostic, c'est pratique parce qu'on va souvent loguer des trucs à la console. Fait que vous devez savoir où est-ce qu'elle est. Dans votre navigateur web, bouton droit, inspecte. Et pour les mordus de Chrome, la console a l'air de... Et moi, je l'ai ici à droite, console. A égale 5. B égale A. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé leur console? All right. Mais effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on va développer. Alors, comment on va développer? Ben, on va faire notre premier script JavaScript dans une page HTML. Alors, partez votre Visual Studio Code. Tout le monde. Là, moi, je vais faire du ménage ici. Sauvegardez votre page, ça va tout de suite dire à... Je vais en mettre sur mon desktop. OK. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas comment faire une page rapide, tu fais HTML, boum, il a créé. Document, on va l'appeler Bonjour. H1. Bonjour les amis. Et là, dans notre body, on va venir rajouter ici notre P. Donc, on va faire 2 scripts P, un avant, un après. Donc, on va faire 2 paragraphes. P. Tab. On va faire un autre. P. Tab. Donc, avant script. Après script.
Et entre les deux, on va y mettre un script. Oh. Vas-tu me faire mon tag? Oui. Donc, tag script. Et le script, ça va être alert. Et là, c'est notre premier morceau de JavaScript. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, bonjour les amis, un paragraphe avant le script, mon tag script et j'ai dit alerte, bonjour dans une alerte. Je pense qu'en français, alerte, ça prend. Alors, je vais sauvegarder. Et je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Si vous êtes sur Firefox comme moi, vous avez avant le script, OK, après le script. Sur Firefox, c'est comme ça. Sur Chrome, voyez-vous, vous n'avez même pas le avant le script. Donc, ça aussi, c'est des particularités. Ça a l'air non. Mais c'est pour vous montrer que le comportement JavaScript, d'un navigateur à l'autre, c'est pas le même. Et levez donc la main ceux qui ont déjà fait de la programmation JavaScript auparavant. Un, OK. Alors, vous allez voir que la console pour débugger, c'est pas grand-chose parce que JavaScript ne vous aidera pas avec de beaux messages très intelligents. D'ailleurs, Candy pourra confirmer, la plupart du temps, ce qui se passe quand ton programme JavaScript ne fonctionne vraiment pas, il ne se passe rien. Pas de message, pas d'erreur, rien de rien. Ça, tu sais que ton programme JavaScript est vraiment planté. Mais cette façon-là qu'on a regardé d'écrire du code JavaScript directement dans la page, vous comprenez que ce n'est pas une panacée. Là. Premièrement, ça rend ton code difficile à maintenir parce que entre les versions HTML, ben, ton code est directement dedans. Nous, on va apprendre à écrire du code JavaScript dans un fichier que va appeler notre HTML. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a utilisé la balise script, mais là, on va apprendre à l'utiliser en mettant notre programme à l'extérieur. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que, hormis aujourd'hui, la balise script sera toujours utilisée comme elle est devant vous. Script espace SRC qui dit source, le chemin vers votre JS. On retourne dans notre programme et on va se créer un bonjour.js. Faire, save as. Et là, on va enlever ça, on va le mettre dans l'autre.
Donc, SRC, c'est une propriété de la balise script qui permet de donner le répertoire où je vais exécuter mon JavaScript. Donc, on va s'assurer de faire un file save. On va retourner dans Chrome et je vais recharger. Ah! Et là, j'ai un différent comportement. Bonjour les amis. Avant script, j'ai mon alerte qui apparaît et je fais OK. Et là, je suis à la console. Source, clic. Intéressant, il n'est pas capable d'aller fetcher mon code. Ah, voilà. Non. Ouais, c'est mon source. Alerte, bonjour. Ah, c'est intéressant. Regardez mon code. Alors que je l'avais mis avec des guillemets. JavaScript supporte des guillemets simples comme en Oracle ou des guillemets doubles, plus traditionnels à Java. Un ou l'autre, c'est accepté. Alors, on pourrait maintenant se définir une variable. Let A égale. Let, c'est la déclaration de variable. Mettez votre nom à vous, si ça vous tente. Puis là, je ne devrais pas faire des variables horribles comme ça. Non. Je vais l'appeler non. J'ai oublié de laisser un espace additionnel ici. Je recharge. Alors, on a maintenant déclaré une variable avec let. On a fait l'appel d'une méthode interne à JavaScript qui s'appelle alert. On a défini une chaîne de caractères et on a concaténé le nom avec l'alerte. Bon, ça c'est fait. On est maintenant à un fichier externe et vous ne referez plus jamais de JavaScript directement dans une page. Alors, on va aussi apprendre console log. Quand on fait du JavaScript, c'est intéressant. Au cas où l'alerte ne fonctionnerait pas, on va faire console.log, ouvre la parenthèse A. Puis mettons la variable, excusez, A contient pas la variable A, la variable non. Ah. Alors là, j'ai défini ma variable et je fais console log, la variable non contient deux points espace, plus pour concaténer. Alors, regardez ce que ça donne. Recharge. Mettez-vous sur console avant de recharger la page. Hop! C'est souvent la seule façon de savoir si votre code JavaScript s'exécute. D'y mettre un console log qui va être disponible ici. C'est pas mal moins dérangeant qu'une alerte pour l'utilisateur. Alors, je vais montrer alerte, là, mais
c'est pas typique, là. Alors, on termine dans 8 minutes. Donc, dans un script JavaScript, il peut y avoir autant d'instructions que tu veux. Ça peut être aussi gros qu'un énorme programme Java. Et une instruction peut être séparée par un point-virgule. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est très recommandé. Et dans mon cours, c'est obligatoire. Le point-virgule, c'est un grand sujet de débat. Moi, je l'ai clos. Et les gens qui font du Java sont très à l'aise avec le fait de mettre un point-virgule. Hein? Point-virgule en SQL, point-virgule en Java, point-virgule en JavaScript, tout le monde peut. Commentaire, double barre oblique ou slash étoile, étoile, slash. C'est la même chose qu'en Java, je me trompe-tu? C'est ça, hein? Et contrôle barre oblique. Ça fait-tu un commentaire automatique, ça? Attends, je vais enlever ça. Contrôle. Où est-ce qu'il y a? C'est plus là. Comment? Oui. Alors, contrôle, barre oblique, ça met la ligne en commentaire. Contrôle, barre oblique encore, ça l'enlève. Donc, si vous voulez juste commenter un bout de code, et voilà. Si vous l'exécutez, vous allez voir que vous n'aurez pas d'erreur. Puis là, vous n'aurez plus la lettre. Juste le console log. Source. Mais comprenez que quand vous mettez des commentaires dans un fichier JavaScript, ils s'en vont sur le fil. Donc, si tu écris des insanités dans ton programme, ton user, il va y voir. Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie, c'est une façon pour un programme JavaScript de stocker quelque chose sur l'ordi du client. Où est-ce qu'on peut voir ça? Et là, moi, je n'en ai pas mis. Hein? Je vais aller sur google.com, bouton droit, inspect. On va aller dans application. Ah, ben, Google, ils n'ont pas de cookies. En tout cas, du moins, pas là. Parce que sinon, j'y verrai ici. Ils ont-tu du storage local? Non? Ils sont gentils. Qui c'est que je connaîtrais qui me roule des cookies? Je vais faire un tour dans mon Firefox. Et je vais aller voir. Oracle, je me log, ils doivent m'en pousser. Si je suis logué ici en ce moment, non. Prendre une session. Inspect. Application. Cookie. Ah, voyez-vous? Bon, c'est pas la même chose dans Firefox. Ça, c'est la joie avec les outils de debug. Mais c'est pas grave. La page que moi, je visite ici est venue me porter des petits cookies. Le nom du cookie s'appelle GitHub Classroom Session, puis sa valeur, c'est cette espèce de bizarre de nombre-là que l'autre côté, ils peuvent demander pour permettre de m'identifier. Ça, c'est mon schème de couleur.
mon nom de user et si je suis logué, puis c'est quoi mon time zone. Ça, c'est toutes des cookies, si vous voulez. Ce sont de petites chaînes de caractères qui ont un nom et une valeur. C'est juste ça, des cookies. Là. Tout le monde qui capote, là, c'est parce qu'étant donné que le serveur peut le demander, ça peut être utilisé pour savoir ce que tu fais. Mais pour nous autres, développement JavaScript, c'est une façon d'aller porter quelque chose dans le poste du client qu'on va être capable de réutiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton navigateur fait la demande d'une page et le serveur, ici, t'envoie ta page et le petit cookie. Et après ça, tu prends l'information du cookie pour demander une autre page. C'est comme ça qu'on sait que tu es logué. Parce qu'en fait, en HTML, un coup que la page est rendue chez vous, le serveur, par définition, il ne sait plus quitter. Tu as une nouvelle requête. C'est pour ça qu'on utilise les cookies pour envoyer une partie d'information qui fait que le serveur, il sait qui on est. Parce qu'en HTML, dans le protocole HTTP, il n'y a pas de logon qui est maintenu. Et voilà, on est rendu aux questions de révision qu'on va voir au prochain cours. L'introduction est terminée, puis au prochain cours, on va regarder un peu comment on peut penser à relier avec JavaScript l'information dans une BD. Et on va écrire du code JavaScript un petit peu plus compliqué que alerte et console log. Mais c'est fait, on est introduit au JavaScript. Est-ce qu'il y a des questions? Antoine, je t'écoute. C'est quand que vous allez nous présenter le code pour pouvoir finir le TP? La semaine prochaine. Ok, d'accord, c'est bon.